Voilà que tout à coup vous ressentez les émotions d'un autre, des émotions étrangères. Vous avez changé de genre, de couleur de peau, vous êtes en Grèce antique ou bien au Moyen-Âge. Telle est la puissance de l'empathie, telle est la puissance des émotions, telle est la puissance de l'identification. Vous êtes projeté dans un monde où la justice règne, où les choses sont rationnelles, logiques. Et puis quand vous sortirez de cette séance, vous garderez sûrement un fragment de cette autre vie. Mais si ce monde s'écroulait tout à coup, qu'on était projeté violemment hors de ses frontières, que les personnages devenaient étrangers. Il y a quelqu'un qui a recherché ça, un dramaturge qui n'a jamais fait de cinéma, mais que pourtant le cinéma connaît très bien, parce qu'il a en filigrane influencé nombreux cinéastes. Et cet homme, c'est Bertolt Brecht. Bertolt Brecht est allemand et a vécu au début du XXe siècle. C'est un metteur en scène de théâtre qui s'opposait fermement à la poétique d'Aristote. Lui, ce qu'il voulait, c'était que le spectateur ait un recul critique sur ce qui était en train d'être joué. Ça s'oppose à l'identification, c'est la distanciation. Et ça peut passer par plusieurs choses, notamment le jeu d'acteur. Mais alors, quel est vraiment le problème selon lui à l'identification? Pour cela, il faut bien comprendre les mécaniques qui sont à l'œuvre. Dans un film, il y a généralement un personnage identifiant. C'est dans celui-là qu'on va se projeter. Et ça, c'est en général plus ou moins facilité par l'histoire. Par exemple, il y a une suprématie des histoires où le point de vue est celui de seulement un personnage. L'identification, c'est pas exactement le point de vue. Mais suivre le point de vue d'un personnage, ça va la faciliter. Tout va généralement être fait pour qu'on ressente les émotions du personnage et qu'on ait les mêmes informations que lui. Lorsque le personnage est hors du commun, alors on va lui trouver des choses ordinaires, des points d'accroche. Lorsque c'est impossible, un autre personnage va permettre de faire la transition. Par exemple, le personnage de Sherlock Holmes est censé être une intelligence inaccessible pour les autres. C'est pourquoi le personnage identifiant, c'est John Watson. On reste projeté dans l'histoire et on admire Sherlock Holmes de loin, du point de vue de Watson. Pendant l'identification, ça vous laisse cramponner à votre chaise. Vous avez peur pour les personnages. Vous oubliez que vous êtes dans une fiction. Et c'est à ça que s'oppose la distanciation, à l'oubli. Ce que veut Brecht, c'est l'inverse de la catharsis. Sinon, notre pulsion est soulagée. Et tout est fait pour qu'il n'y ait pas de questions à se poser. C'est plus facile de s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble. C'est pour ça qu'on voit fleurir des films de super-héros qui essayent d'étendre leur cible. Et si les intentions sont bien sûr à moitié commerciales, moitié nobles, laissant le bénéfice du doute, je pense que c'est tomber dans un écueil, ou du moins une solution très faible. Parce que justement, la beauté dans l'identification, c'est qu'on peut s'identifier à quelqu'un qui est différent de nous. Ça élargit notre empathie. Ce sont généralement des films très hermétiques, dans le sens où si le personnage principal est issu d'une population sous-représentée, le film va être vendu pour cette population. Et le second problème, c'est que même si un film s'inscrit dans le cadre d'une mouvance sociale, la limite de l'identification, c'est qu'elle ne pousse pas à l'action, à la réflexion. En mettant de côté tout l'aspect cinématographique, le souci pour moi c'est qu'il est dénudé de tout regard politique, en plaçant l'action dans le cadre d'un pays fictionnel. A l'inverse, dans la démarche de distanciation, il y a l'idée de toujours replacer dans le contexte historique, politique. Ici, ce n'est pas le cas. Le but c'est de se projeter dans l'œuvre, d'éprouver des émotions fortes, d'oublier qu'on regarde un film quand on le regarde. C'est là où pour moi l'aspect social échoue. Pour moi, Black Panther, c'est un peu un paratonnerre. Ce que donne Marvel, c'est des miettes. Et ce film ne pousse pas à l'évolution sociale. Ce film, comme bien d'autres, est un symptôme de l'évolution des mentalités. De la mentalité dite woke aux US. Mais il ne va pas en être la cause. Il ne poussera pas à aller plus loin. Parce qu'il va apaiser le spectateur. D'autant plus que j'ai l'impression qu'ils se sentent obligés de mettre le personnage de Freeman comme si les Américains blancs ne pouvaient pas s'identifier aux autres personnages. Et c'est ça qui est un peu dommage. Vous l'aurez compris, c'est difficile de séparer la distanciation de l'aspect social, politique d'une œuvre. Et c'est justement ça qui fait sa force. Mais alors, de manière concrète, comment on fait pour distancier le spectateur au cinéma? Le plus courant, c'est de briser le quatrième mur. C'est-à-dire de s'adresser au spectateur. En regardant la caméra, par exemple. On lui rappelle son état de spectateur en faisant appel à lui. Pour Hitchcock, un regard caméra, c'était surprendre le spectateur dans sa position de voyeurisme. Mais briser le quatrième mur n'est pas du tout la seule option. Voici 3 techniques infaillibles pour distancier le spectateur sans briser le quatrième mur. Numéro 1, le jump cut. Il ne s'adresse pas au spectateur, mais il rend impossible la perception d'un temps continu. Par exemple, si je vous montre ça. Regarde une Talbot, elle est belle, 2,5 litres. Tu es un garçon. Il y a une rupture, parce que vous savez très bien que du temps s'est écoulé entre les deux prises. Tout à coup, on sort de l'état de transe dans lequel on est. Numéro 2, il faut faire apparaître la caméra, la technique, ou bien n'importe quoi qui n'appartient pas à l'histoire. Il y a un exemple que j'aime beaucoup et c'est dans les films autobiographiques de Jodorowsky, un cinéaste que j'aime également beaucoup.
Il rappelle à chaque instant que son film est une fiction, que c'est sa vie mais en assumant pleinement sa subjectivité. Il va utiliser des images, du carton, et lorsque son personnage va avoir besoin d'un accessoire, il ne va nullement se gêner pour le lui apporter. Numéro 3, soyez violent, mystérieux et opaque quant aux émotions que le spectateur doit ressentir. Ici, il faut que le spectateur ne puisse plus supporter le visionnage du film. Là, il va par lui-même choisir de prendre du recul. C'est ce que fait Funny Game par exemple. Autre méthode, s'il n'y a pas de plan de réaction à vos personnages aux événements, le spectateur a plus de difficultés à créer des émotions appropriées. Ou bien l'émotion proposée peut être contradictoire. Par exemple dans Apocalypse Now, la chevauchée des Valkyries sur des images d'attaque militaire. Ou bien, si on prend un exemple dans la littérature, L'étranger de Camus est parfait dès la première phrase. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. On ne s'identifie pas au personnage parce que la réaction face à la mort de sa mère est invraisemblable. En fait, vous l'aurez peut-être remarqué, la distanciation, c'est beaucoup de choses. Parce que depuis Brecht, elle a bien évolué, elle a pris d'autres formes. D'ailleurs, il ne l'a pas inventée, il a juste conceptualisé et théorisé quelque chose qui existait déjà. Je n'ai fait qu'effleurer ce vaste sujet, alors je vous laisse dans la description des liens pour aller plus loin, ainsi qu'une liste de films à voir que j'agrémenterai grâce à vos recommandations dans les commentaires. Parce que c'est passionnant de découvrir toutes les formes et tous les styles qu'elle peut prendre. Elle est aussi un outil formidable pour penser le cinéma. Elle peut même être involontaire de la part du metteur en scène. Le plus formidable, c'est qu'elle coexiste avec l'identification. Et les deux n'ont pas besoin de se faire la guerre. L'identification permet d'avoir des émotions, de vivre des vies qu'on ne pourrait jamais vivre, de vivre des intimités jusqu'alors secrètes. Mais il faut toujours des contrepoints. Et le cinéma ne pourra pas s'en passer. La distanciation est un moyen de se confronter avec un film, au discours qu'il propose. C'est parfois drôle, des fois épique, d'autres fois inconfortable. Inconfortable car tout à coup nous sommes responsables de nos pensées. Elles ne sont plus dictées par l'œuvre. Il faut être critique, il faut être éveillé, il faut être conscient. Mais c'est comme ça que la conscience s'élargit. That's all it is, Miles. A leap of faith. Mes amis, prenons le pouvoir de ce qu'on regarde, embrassons les récits à pleine main et montrons que si les humains façonnent la société d'aujourd'hui, la culture, elle, façonne celle de demain.